C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, quel bonheur de vous retrouver pour ce 38e numéro de C'est l'info. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité. Au sommaire cette semaine, on va revenir sur les tensions entre Israël et la Palestine, puisque ce 14 mai était inaugurée à Jérusalem l'ambassade américaine à l'occasion des 70 ans d'Israël. Dans le même temps, 59 Palestiniens étaient tués dans la bande de Gaza, tentant de s'approcher de la frontière israélienne. On en parle d'une minute à l'autre. En Catalogne, l'indépendantiste Quim Torra en est devenu le nouveau président ce lundi 14 mai. Peu connu du grand public, il milite pour l'indépendance de la région. Duplex spécial avec Frank Payanav depuis Barcelone. Nous parlerons également du mariage tant attendu qui a lieu ce week-end entre Harry et Meghan Markle, qui se marieront devant 2600 invités. Et derrière tout cela, des millions de téléspectateurs au château de Windsor, la résidence préférée de la reine Elisabeth II. Et bien quoi de mieux pour en parler qu'Alexander Seal, notre Mister British, qui nous dévoilera les secrets de cette cérémonie. Retour sur info avec deux actualités. Tout d'abord les frappes du 13 avril dernier, lancées conjointement par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, menées contre l'attaque chimique présumée du 7 avril à Douma en Syrie. Fabien Herbert nous en reparlera dans Le Monde qui bouge. Et puis retour sur actu avec Ella Micheletti des Voix de l'Hexagone. Nous parlerons avec elle de l'Équateur, puisqu'il y a un an, vous ne le savez peut-être pas, Lénine Moreno, issu d'un parti de gauche, était élu président de la République d'Équateur. Mais alors quel est son réel bilan? Ella Micheletti dressera pour nous son portrait ainsi que son bilan. Sans oublier à la fin de cette émission les coulisses de l'info avec Gaëtan Helmans. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 38e numéro. On n'a qu'une heure et le monde est vaste. Bienvenue. Et l'on retrouve à présent Mickaël Assoumou pour commencer cette émission avec la revue de presse consacrée à la situation entre Israël et la Palestine. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans la chronique hebdomadaire passant en revue l'actualité internationale. Je suis Mickaël Assoumou et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de C'est l'info. Au sommaire de cette nouvelle édition, l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, cible palestinienne de protestations violemment réprimées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Alors que les États-Unis inauguraient leur ambassade à Jérusalem, 59 personnes ont été tuées lors d'affrontements dans la bande de Gaza, des violences condamnées par la communauté internationale. Lundi aura ainsi été la journée la plus meurtrière du conflit entre Israël et la Palestine depuis la guerre de Gaza en 2014. Une soixantaine de Palestiniens ont été tués par les soldats israéliens lors de manifestations dans la bande de Gaza, dont un bébé palestinien de 8 mois décédé mardi 15 mai après avoir inhalé du gaz lacrymogène. C'était une promesse très controversée de la part du président américain Donald Trump. En présence de la fille du milliardaire Ivanka Trump et de son gendre Jared Kushner, de nombreux dignitaires des deux pays ont concrétisé cet engagement, suscitant la colère des Palestiniens. Néanmoins, maître d'une bande de Gaza réduite, le mouvement islamiste Hamas veut éviter une confrontation militaire d'envergure avec Israël. Le carnage du 14 mai, point d'orgue de la répression à balles réelles de l'élan protestataire palestinien en lisière de la bande de Gaza, a suscité de nombreuses réactions indignées et des analyses traitant de la brutalité de la riposte israélienne ou de l'aveuglement américain. En revanche, peu de commentaires portent sur les avatars de la stratégie du mouvement de la résistance islamique, Hamas, seul maître du territoire depuis l'été 2007. Selon Le Point, la très grande majorité des 59 Palestiniens tués cette semaine par l'armée israélienne dans la bande de Gaza appartenaient au Hamas, a affirmé un responsable du mouvement islamiste. Une affirmation dont Israël s'est immédiatement saisi pour remettre en cause le caractère pacifique de la contestation. Salah al-Bardawil, ce responsable du Hamas, dévoile la vérité, a tweeté un porte-parole du gouvernement israélien, Ophir Gendelman. Ce n'était pas une manifestation pacifique, mais une opération du Hamas qui contrôle Gaza, a-t-il ajouté. Le Hamas a dit soutenir la mobilisation tout en assurant qu'elle émanait de la société civile et qu'elle était pacifique. L'armée israélienne accuse de son côté le Hamas, qu'il considère comme terroriste, de s'être servi du mouvement pour mêler à la foule des hommes armés ou disposer des engins explosifs le long de la frontière. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a lui jugé blasphématoire de comparer à des terroristes les dizaines de manifestants pacifiques tués à Gaza par des tirs israéliens, quand on sait notamment que des snipers étaient présents ce jour-là. Le pape François s'est dit très préoccupé par l'escalade des tensions en Terre Sainte et le président russe Vladimir Poutine a appelé à renoncer à la violence.
Selon Libération, 3 jours après ce bain de sang, inédit par son ampleur depuis 4 ans, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui dénoncé le silence de la communauté internationale face à la tyrannie israélienne. Si ce silence persiste, le monde va s'enfoncer rapidement dans un chaos où les bandits feront la loi, a lancé M. Erdogan lors d'un dîner de rupture du jeûne à Ankara. Conséquence de cette tension, l'ambassadeur d'Israël en Turquie a regagné son pays jeudi, à la demande des autorités d'Ankara. Eitan Nae a pris un avion pour Tel Aviv à l'aéroport d'Istanbul, où son départ a été filmé par les médias turcs. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont ainsi tenu ce jeudi au Caire, à la demande de l'Arabie saoudite, une réunion extraordinaire qui porte sur l'agression israélienne contre le peuple palestinien, a annoncé la Ligue arabe. À Ottawa, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a réclamé une enquête indépendante sur les événements de lundi. L'emploi présumé d'une force excessive et de munitions réelles est inexcusable, a-t-il affirmé dans un communiqué. Les violences de lundi, coïncidant avec l'inauguration controversée à Jérusalem de la nouvelle ambassade américaine, ont continué à susciter l'inquiétude ou la colère à l'étranger. Le Guatemala a également inauguré mercredi à Jérusalem sa nouvelle ambassade en Israël, s'attirant la colère de la direction palestinienne qui a accusé le gouvernement guatémalèque de se placer du côté des crimes de guerre israéliens. La tension est retombée dans la bande de Gaza à la veille du Ramadan, le mois de jeûne musulman, mais la situation demeure hautement volatile. Voilà qui clôture notre revue de presse. Ce fut un plaisir de vous avoir cette semaine. Je vous retrouve pour la semaine prochaine en vous souhaitant un agréable week-end. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était le 14 mai 1948, il y a 70 ans, jour pour jour, dans la galerie principale du musée de Tel Aviv, David Ben Gurion lisait la déclaration d'indépendance d'Israël. Quelques heures tout juste avant la fin du mandat britannique, le nouvel État a été créé. À l'occasion de cet anniversaire, le correspondant Radio France Internationale à Jérusalem a rencontré 4 acteurs de l'histoire d'Israël, 4 personnalités qui ont concouru à établir leur pays. Quels sont leurs souvenirs et quel regard portent-elles sur les 70 ans d'Israël ? Israël 70 ans, parole de bâtisseur, c'est un grand reportage de Guilhem Deltel. Le 14 mai 1948, Zvi Mazel avait 9 ans. Il habitait alors dans la banlieue sud de Tel Aviv. Il garde un souvenir d'enfant, mais un souvenir précis de ce jour-là, comme des suivants. Tout d'abord, je me rappelle à la radio la déclaration d'indépendance. On descendait dans la rue pour danser. Mais en même temps, on recevait déjà des nouvelles des attaques arabes. C'est ça le problème. Mais à partir de 1947, avec le temps de partage que les Arabes ont rejeté, ils ont commencé à attaquer les Juifs partout. En fait, la guerre d'indépendance a commencé en novembre 1947 et pas en 15 mai 1948. Moi, j'étais 9 ans, 10 ans, je ne comprenais pas beaucoup, mais enfin, je savais. Quand nous attaquaient, on avait peur, bien entendu. Et tout d'un coup, les jours passent, et il y a eu des morts, beaucoup de morts. On a perdu, vous savez, 1% de notre population, 6 000 personnes sur 600 000. Et tout d'un coup, les nouvelles commencent à être formidables. Les pays arabes refusaient le plan de partition. En remportant cette guerre, Israël a assuré sa survie, en tout cas sur le plan militaire. Mais les défis étaient encore nombreux, se souvient Colette Avital. En 1950, alors que la population d'Israël s'était plus que doublée, c'est-à-dire 1948, 600 000 personnes, au bout d'un an et quelques, il y a 1 million d'immigrants qui arrivent en Israël. Il n'y a pas de quoi les nourrir, il n'y a vraiment pas où les loger. Et c'est un pays qui n'a pas d'argent. Et donc, c'était surtout la grande crise économique. Israël était sur le point de disparaître parce qu'il n'y avait vraiment pas d'argent pour payer l'électricité ou les denrées de base. Et c'est peut-être à cause de cela, pas seulement peut-être, c'est certainement à cause de cela, que malgré toute l'opposition qu'il y a eu dans ce pays, finalement, il y a eu des négociations qui ont été entamées avec l'Allemagne pour les dédommagements. Et c'est grâce à cet accord qui est passé en 1952, l'accord de Luxembourg, où l'Allemagne s'est engagée à payer une certaine somme globale à l'État d'Israël comme dédommagement. C'est grâce à cela qu'on a réussi à survivre.
Après la guerre d'indépendance, Israël a affronté à d'autres reprises ses voisins arabes. Ce fut le cas en juin 1967, la guerre des 6 jours au cours de laquelle Israël a rapidement pris le contrôle de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, du Sinaï et d'une partie du plateau du Golan. Tzvi Mazel était alors réserviste. Il a été appelé dès la fin mai. Durant la guerre, il était à Jérusalem pour désamorcer les bombes qui n'avaient pas explosé. On écoutait Nasser et il disait on va détruire Israël, on va massacrer les Juifs. Ça a fait écho dans tous les pays arabes. Et on savait que les divisions irakiennes allaient venir. La Syrie s'était préparée aussi. Et on avait peur. Même dirigeants, quand vous lisez les mémoires de nos dirigeants, ils avaient peur. D'ailleurs, et je crois que Rabin, qui était à ce moment-là le commandant en chef de l'armée, n'était pas extrêmement sûr que l'armée de l'air allait réussir. Entre 67 et 48, il y a eu seulement 19 ans. De nouveau, nous sommes... Oui, les gens avaient peur. Écoutez, quand vous regardez la carte géographique, qui nous sommes et qui sont les Arabes autour de nous, on a peur. Ari Avidor, lui, a combattu sur le front sud face aux forces égyptiennes. Arrivé de France 1 an et demi plus tôt, il faisait en 1967 son service militaire. Avec son unité, il a traversé la bande de Gaza, puis le Sinaï, jusqu'au bord du canal de Suez. La guerre des 6 jours, c'était une opération, je dirais, une des moins compliquées qu'on ait eues. Vous étiez dans une colonne, quelquefois elle était arrêtée par un bombardement ou par une opposition, alors l'infanterie descendait, il nous fallait prendre une colline ou une position, et on repartait. Mais ça allait, en fin de compte, tellement vite que ça n'est pas comparable à toute l'histoire militaire depuis lors. Nous sommes arrivés au canal une journée avant le cessez-le-feu. Et là, je me souviens que les discussions ont commencé. On était d'accord pour penser que voilà, nous occupons désormais des territoires qu'on va pouvoir restituer contre un accord de paix, et voilà, l'affaire est conclue. Et puis je me souviens qu'il y avait un jeune de Jérusalem là, qui m'a regardé, il me dit « Mais tu n'as rien compris ?» J'ai dit « Qu'est-ce que j'ai pas compris ?» Il m'a dit « Tu es galoutique. Galoutique, c'est... Ton raisonnement est d'un juif de l'étranger. » Oui. Pour lui, c'était la revanche de 48. Cette guerre qu'on n'avait pas totalement gagnée. C'est-à-dire, on n'avait pas conquis Jérusalem à l'époque. Durant les 29 premières années de son existence, Israël a été dirigé par le Parti travailliste. La droite a dû attendre 1967 avant de remporter des élections législatives, une alternance qu'attendait Dan Meridor, qui deviendra député du Likoud 7 ans plus tard. C'était un rêve, c'était un espoir. Est-ce que moi, personnellement, je pensais que c'est possible? Oui, mais est-ce que j'ai senti que ça vers la réalité? Je ne peux pas dire. Ce n'était pas un surpris total, parce qu'on a vu, si vous voyez maintenant le graphe des élections, vous voyez que nous avons augmenté notre pouvoir des élections aux autres. Je me souviens de cette soirée, où lui, quand à la télé, on a dit « c'est le résultat ». C'était comme un rêve qui était réalisé, je me souviens de ça. Pour Dan Meridor, la plus grande réussite de Menachem Begin, le nouveau chef du gouvernement, a été le rapprochement avec l'Égypte. Le président égyptien Anwar el-Sadat est tout d'abord venu en Israël en novembre 1977. Je me souviens être assis à mon appartement ici et en regardant ça à la télévision, c'était comme le Messie est venu, que le Messie est venu. C'était là, on le voit. Et personnellement, vous savez, j'étais à l'armée israélienne, j'étais un officier de l'armée israélienne. Le 13 septembre 1993, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat signent dans les jardins de la Maison-Blanche la déclaration de principe des accords d'Oslo. Aujourd'hui, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous leur souhaitons shalom, salam, paix. On aura encore une fois une guerre en toute France. Les Syriens, les Égyptiens, le monde arabe, tout le monde arabe contre nous. Les dirigeants israéliens et palestiniens échangent une poignée de main. L'espoir d'un accord de paix naît alors. Colette Avital était consul général d'Israël à New York. Le 13 septembre 1993, elle a assisté à la signature de cet accord à Washington. Je me sens tout à fait privilégiée d'avoir été là-bas, d'avoir été présente, d'avoir eu la chance de travailler aussi bien avec Shimon Peres qu'avec Yitzhak Rabin.
Bien sûr, ça a été un très grand moment d'émotion. Parfois, j'ai les larmes aux yeux en écoutant, en essayant d'écouter à nouveau les discours qui avaient été prononcés, certainement le discours d'Yitzhak Rabin. Pour la première fois dans notre vie, on rencontrait des Palestiniens auxquels nous avions imputé pendant des années on croyait que c'était vraiment pas des êtres humains. Et pendant très longtemps, j'avais fait cette propagande contre les Palestiniens, contre la charte palestinienne, contre Arafat qu'on voyait comme un monstre. Et d'un coup, on se retrouve devant des gens qui pensent comme nous, qui nous ressemblent. Je me souviens, et pas seulement à la Maison-Blanche, mais à un certain dîner chez l'ambassadeur du Maroc, j'étais assise à côté du représentant des Palestiniens aux Nations Unies, Nasser Akidoua. Quelqu'un pose une question et nous répondons tous les deux en même temps, avec les mêmes mots, et nous nous regardons et nous commençons à comprendre combien on se ressemble. Et ça a été vraiment un changement très profond dans ma vie. 2 ans plus tard, le Premier ministre Yitzhak Rabin était assassiné à Tel Aviv par un ultranationaliste israélien opposé aux accords de paix. Et depuis 25 ans, les différentes négociations n'ont pas permis d'aboutir à un accord final. Aujourd'hui, la solution à 2 États qu'Oslo dessinait demeure une perspective lointaine, regrette Colette Avital, qui fut pendant 10 ans parlementaire travailliste. À l'heure actuelle, il ne reste absolument rien. Il reste des accords qui semblent ne pas être très valables, mais qu'on n'a pas annulés. Il reste des accords surtout dans le domaine de la sécurité. Et de temps à autre, Abou Mazen menace d'annuler ceci aussi. Mais il reste, si vous voulez, pas mal de déceptions de côté et d'autre. Israël a 70 ans, parole de bâtisseur, un grand reportage de Guilhem Delteil, réalisation Eva Moschinsky. Voilà, donc grand reportage de Guilhem Delteil, passionnant reportage avec des portraits, tous les uns que les autres poignants, que je vous proposerai de réécouter bien évidemment sur le www.c-l'info.fr. Pour rappeler les faits les plus récents, ce 14 mai était donc inauguré à Jérusalem l'ambassade américaine, une promesse de campagne tenue par Donald Trump qui a bien appuyé là-dessus, donc ce déplacement de l'ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, une décision qui a provoqué la colère des Palestiniens. Je vous le disais dans le sommaire, 59 d'entre eux ont été tués en tentant de rejoindre et de s'approcher de la frontière israélienne. Et figurez-vous qu'après les États-Unis, c'est le Guatemala qui a inauguré son ambassade à Jérusalem en présence du président guatémaltèque Jimmy Morales ainsi que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le petit pays d'Amérique latine a déplacé ce mercredi donc sa représentation diplomatique dans la ville sainte, emboîtant ainsi le pas à Washington. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur ce sujet. Restez bien avec nous sur C'est l'Info. On va retrouver diverses choses. Alors je vous parlais du Guatemala à l'instant. On continuera à parler d'Amérique latine avec Ella Micheletti des Voix de l'Hexagone et elle vous parlera de l'Équateur. Pourquoi l'Équateur ? Parce qu'il y a 1 an et 1 mois a été élu un nouveau président issu du parti de gauche. Il s'agit de Lénine Moreno. Quel bilan pour Lénine Moreno ? On en parlera avec Ella Micheletti. Nous serons également avec Fabien Herbert qui reviendra sur l'attaque présumée du 7 avril à Douma et des frappes aériennes lancées conjointement par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France dans la nuit du 13 au 14 avril dernier. Et puis évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cela. Cette semaine, c'était un petit peu le fil conducteur de l'ensemble des chaînes d'information. Le mariage de l'année qui a lieu ce week-end. 2600 invités pour voir Harry et Meghan Markle se dire oui. Nous en parlerons avec Alexander Seal. Mais avant tout cela, le duplex en Catalogne où l'indépendantiste Quim Torra est devenu le nouveau président de la Catalogne. Duplex spécial à retrouver dans quelques secondes avec Franck Payanav depuis Barcelone, le temps d'établir finalement la liaison avec Franck Payanav. Restez donc bien à l'écoute de C'est l'Info, nous sommes encore ensemble pour une grosse quarantaine de minutes afin de décrypter toute l'actualité de cette semaine.
Le duplex en Catalogne avec Franck Payana. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Voilà, Franck qui commence à être un habitué des lieux en Catalogne et à Barcelone. Pourquoi retourner à Barcelone une nouvelle fois cette semaine ? Eh bien parce que Quim Torra vient d'être élu ce lundi 14 mai à l'élection suite à la présidence de la Catalogne. Oui, c'est ça, il a été élu par les parlementaires catalans qui étaient donc réunis. C'était lors du second tour parce que lors du premier tour, il n'avait pas réuni les 68 votes nécessaires pour son élection, pour avoir une majorité absolue. Il avait 66 oui, 65 non et 4 abstentions. Le second tour devait donc se jouer ce lundi. Cette fois-ci, c'était une majorité simple et ça a été le cas. C'était exactement le même résultat que lors du premier tour. Et donc, Quim Torra a été investi lors de la séance président de la Catalogne et ce jeudi, juste derrière moi, devant le palais de la Généralité, il a tenu une cérémonie au cours de laquelle il est arrivé à 10h15, elle a commencé à 11h30 et elle n'a duré que 5 petites minutes. Il faut dire que la cérémonie se voulait intime et présentée par le service de presse de la Généralité comme un acte austère, simple et discret. 4 minutes, dont une phrase à retenir. Il promet d'être fidèle à la volonté du peuple de Catalogne. Ce sont ses mots lors du discours extrêmement court qu'il a tenu ce jeudi. Quim Torra, il faut quand même peut-être le présenter. Il est âgé de 55 ans. C'est le plan D pour les indépendantistes. En effet, Carles Puigdemont étant exilé, Junqueras étant en prison et Turull n'ayant pas pu être candidat jusqu'au bout, eh bien, le choix de Carles Puigdemont, qui est actuellement exilé à Berlin, s'est orienté vers cette personnalité qui a en soi pas d'expérience politique, on peut le dire. Il est simplement élu député depuis le mois de décembre, depuis les dernières élections. Il est jugé par certains partis anti-indépendantistes comme un nationaliste xénophobe. Il a notamment crié « Vive la Catalogne libre » lors de son élection lundi. Et pour certains, il est donné comme un membre de la ligne dure des indépendantistes catalans. Pardon. Oui, et puis également la question de savoir si au final il n'est pas le pantin de Carles Puigdemont. Oui, alors forcément, pourquoi on dit ça ? Parce que c'est Carles Puigdemont qui a choisi ce prénom, lui qui s'est également rendu, je parle de Quim Torra, qui s'est rendu à Berlin mercredi pour parler avec Carles Puigdemont pour faire le point justement sur la situation en Catalogne à la veille donc de son investiture officielle au palais de la Généralité. Forcément, Carles Puigdemont reste quand même le leader de l'indépendantisme, lui qui est exilé maintenant depuis fin octobre, tout d'abord en Belgique et puis maintenant en Allemagne pour défendre ses idées, lui qui avait annoncé, pour rappel, le 27 octobre dernier, la République catalane. Et puis donc cette cérémonie, Franck, qui s'est donc terminée d'une manière des plus austères. On attendait effectivement des réactions à la sortie, aucune réaction donc. Oui, alors déjà c'était assez austère parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait qu'une caméra de poule qui était autorisée, c'est-à-dire une caméra, c'était celle de TV13, qui était autorisée à tourner à l'intérieur même du bâtiment, c'est-à-dire que tous les autres journalistes, et ils sont une bonne dizaine, notamment espagnols à être présents, et bien on était tous dehors pour essayer d'avoir une image, un son peut-être. Forcément ça a été la cohue, surtout chez nos confrères espagnols qui étaient en direct ce jeudi matin pour suivre cette conférence, mais en tout cas c'était une cérémonie extrêmement courte et elle se voulait intime comme je vous le disais. Il n'y avait que des proches de Quim Torra qui étaient présents dans cette cérémonie. Quim Torra qui va maintenant devoir former son gouvernement. Oui, et donc un gouvernement qui assure que cet accord politique est ouvert à toutes les forces politiques constitutionnelles, ça c'est le gouvernement espagnol, qui ont soutenu l'application de l'article 155 de la Constitution. Qu'en est-il de cet article, Franck ? Alors on pourrait parler d'un début de fin de l'article 155. Pourquoi ? Parce que l'article 155 était valable jusqu'à que l'élection soit validée, c'était le cas au mois de décembre, et qu'un président soit élu par le Parlement. C'est désormais le cas, donc on peut espérer la fin de l'application de cet article 155. Pour rappel, c'est la mise sous tutelle par Madrid de la région catalane. Mais d'un autre côté, il faut quand même parler du chef de Ciudadanos, qui est l'équivalent de la République En Marche ici
ici en Espagne, qui a demandé au Premier ministre Mariano Rajoy d'étendre au contraire cet article 155, notamment aux Mossos d'Esquadra, c'est l'équivalent de la Guardia Civile, des gendarmes ici en Catalogne, mais également on en parlait, souvenez-vous, au mois d'octobre à TV3 et Catalunya Radio, donc mettre sous tutelle les autorités policières mais également les médias publics catalans. On verra comment tout cela évoluera bien sûr dans les prochaines semaines, notamment après la formation du gouvernement de Quim Torra. Oui, et puis Franck, on peut se poser la question de savoir ce que sont devenus les anciens politiques catalans. Alors il y en a qui sont donc exilés, d'autres qui sont emprisonnés. Racontez-nous. Alors, il y en a certains, comme vous le disiez, qui sont exilés. Il y a notamment Carles Puigdemont qui est exilé actuellement, à l'heure où on se parle, à Berlin. Et puis, il y en a d'autres qui l'attendent à Bruxelles. C'était le premier endroit où s'était réfugié une partie du gouvernement catalan. Et bien, eux, ils ont été sauvés en quelque sorte par la justice belge cette semaine parce que l'Espagne avait demandé un nouvel ordre d'extradition pour les faire revenir sur le territoire espagnol et notamment, du coup, pour les juger. Néanmoins, la justice belge a refusé de les extrader, ce qui explique donc qu'ils restent en Belgique. D'un autre côté, pour les prisonniers politiques qui sont présents ici en Espagne, eh bien, le nouveau président de la Catalogne devrait aller les rencontrer vendredi. Enfin, en tout cas, c'est prévu. On ne sait pas si ça sera forcément le cas ou pas, suivant l'accueil qu'il aura dans ces prisons, parce que ces prisons sont situées notamment à proximité de Madrid. Et comme on sait, Madrid et Barcelone, en ce moment, c'est pas le grand amour. Merci beaucoup Franck en duplex de Barcelone en Catalogne pour ce duplex spécial. Rentrez bien sur Pau et à très bientôt. Merci beaucoup Martin, à bientôt. Le duplex. Ici, Londres. Alexander Seal, bonjour. Bonjour Martin. Quel plaisir de vous retrouver en duplex de Londres où les caméras du monde entier affluent. Alors non pas à Londres mais à quelques kilomètres à l'ouest, à Windsor, où se tient ce samedi 19 mai le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Un mariage qui intéresse, qui passionne les Britanniques. Combien de personnes sont attendues à Windsor ? Alors il y a plus de 2140 invités. Qui seront invités à Windsor pour le mariage royal ce samedi 19 mai. Mais 600 invités seront invités dans la chapelle Saint-Georges. Et les autres invités doivent se mettre à l'extérieur. Donc il n'y aura pas de guest star, par exemple. Il n'y aura pas d'ancien Premier ministre, il n'y aura pas de l'ancien président Barack Obama, qui est, comme vous savez, un grand ami du prince Harry. C'est lié au caritatif, en fait. Par exemple, il y aura 1200 jeunes qui vont venir de tout le Royaume-Uni et qui vont assister à ce mariage à l'extérieur de la chapelle. Et bien sûr, il y aura la reine d'Angleterre, il y aura bien sûr le prince William qui est le témoin du prince Harry, et le prince George et la princesse Charlotte seront le garçon d'honneur et la demoiselle d'honneur. Oui, et comment les Britanniques perçoivent-ils Meghan Markle ? Afro-américaine, donc de couleur métisse, c'est une grande première. Elle est également divorcée. On est bien loin de la tradition où, par exemple, il y a 100 ans, Édouard VIII avait dû renoncer au trône pour se marier avec une femme. Oui, exactement. Donc, Meghan Markle, elle bouleverse tous les codes traditionnalistes de la famille royale. Et donc, il faut savoir, avant, Meghan Markle était protestante. Donc, elle a dû se faire baptiser pour épouser le prince Harry. Donc, elle a été baptisée récemment. Et donc, oui, elle apporte beaucoup de fraîcheur à la famille royale. Et on dit, par exemple, elle serait une Lady Di moderne, on peut dire. Oui, et alors, racontez-nous l'histoire de son père, Alexander. Son père ne sera finalement pas présent au mariage ? Non, il ne sera pas présent du tout. Il y a eu une petite histoire, en fait.
avec les paparazzi et en fait il y avait la pression des médias et des paparazzi cette semaine et donc voilà, le père il a reconnu avoir payé des photographes pour faire des photos et aussi il a des problèmes de santé, donc il ne peut pas être là, et donc Meghan Markle l'a confirmé donc ce jeudi. Donc la question est qui va emmener Meghan Markle vers l'hôtel, vers le prince Harry. Et donc on se demande peut-être si ça va être sa mère. Et donc si ça va être sa mère, ça va bouleverser tous les codes encore de la famille royale. Et ça va être vraiment un premier. Ouais. Et puis donc enfin Alexander, vous avez pu également interroger une Britannique qui est passionnée par ce mariage. Hein. Oui, donc j'ai interviewé la directrice de communication d'une chaîne de restaurants japonaise qui s'appelle Itsu, et elle s'appelle Maria. Et parce que la chaîne Itsu propose le bento du mois. Et le bento du mois, c'est quand Harry a rencontré Meghan. Parce qu'il faut savoir, à Londres et comme d'autres parties en Angleterre, à Windsor aussi, je suppose, il y a beaucoup de fidélité de la famille royale. Et donc, voici ce que Maria a dit. Donc, elle a dit que je suppose que c'est assez inhabituel. Notre but, c'est de proposer des plats bons pour la santé et avoir cette inspiration asiatique. Donc, c'est assez étrange de notre part que nous proposions cela pour le mariage. Mais notre histoire est que nous sommes britanniques. Nous sommes nés il y a environ 20 ans. Donc, nous nous soucions beaucoup de la famille royale. Nous nous soucions beaucoup de la culture britannique. Donc, nous sommes vraiment heureux. Et c'est vraiment pour rendre hommage à eux deux. Vraiment, tout le concept est autour de nos deux meilleurs poissons, donc notre thon et notre saumon. Et en les réunissant, nous avons aussi ajouté un peu de gingembre supplémentaire pour un petit clin d'œil aux cheveux roux d'Harry, bien sûr. Merci beaucoup mon cher Alexander donc d'avoir été en duplex avec nous de Londres, et puis on vous retrouve sur le Instagram et sur le Twitter de C'est l'Info, où vous publiez tout au long du week-end des photos de ce mariage, puisque vous vous êtes rendu ce vendredi à Windsor. Le monde qui bouge, Fabien Herbert. Et c'est Fabien Herbert que nous retrouvons. Bonjour Fabien. Bonjour Martin. Retour sur Info avec vous dans le monde qui bouge. Dans la nuit du 14 avril 2018, les aviations américaines, françaises et britanniques ont frappé plusieurs cibles de l'armée syrienne. Des frappes qui avaient pour objectif politique de punir le régime de Bachar el-Assad, soupçonné d'avoir utilisé des armes chimiques contre les rebelles 7 jours plus tôt. Et si dans cette affaire les États occidentaux paraissaient unis, le parti allemand Die Linke de la gauche radicale, opposé à une intervention militaire en Syrie, a questionné le Bundestag sur la comptabilité des frappes du 14 avril avec le droit international. Les experts missionnés par le Parlement allemand ont estimé que ces frappes allaient à l'encontre des règles en vigueur. Alors Fabien, quels sont les arguments du Bundestag pour qualifier ces frappes d'illégales ? Oui Martin, alors je vais tout simplement commencer en vous citant directement les écrits rapportés par le Bundestag. En l'occurrence, l'emploi de la force militaire contre un État afin de sanctionner la violation par cet État d'une convention internationale représente une atteinte à l'interdiction de recourir à la violence prévue dans le droit international. Donc, sans remettre en cause les questions de légitimité, l'expertise a repris une déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU rappelant le devoir des États de s'abstenir dans leurs relations internationales d'user de contraintes d'ordre militaire. Le Bundestag met aussi en avant l'incompatibilité de cette intervention avec les objectifs et les principes des Nations Unies. Enfin, les trois États agresseurs, si je puis dire, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ne répondaient pas à trois critères qui auraient pu justifier une attaque, à savoir, aucun des États n'était directement menacé, aucun des États ne possédait de mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, et enfin, la faute reprochée au gouvernement syrien n'était pas imminente, mais passée. Voilà pourquoi l'utilisation de ces frappes
ne pouvaient rentrer dans le cadre du droit international. Comment se défendent les diplomaties occidentales ? Alors, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, s'est concentré sur le caractère légitime de l'intervention. Légitime car l'opération fut menée pour punir un régime syrien qui venait d'enfreindre le droit international, violant notamment la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Pour le Quai d'Orsay, un autre argument légitime l'attaque occidentale. C'est le fait d'avoir détruit des capacités chimiques syriennes, ce qui permet de protéger les populations civiles d'une future utilisation. Mais finalement, Fabien, peut-il y avoir une légitimité sans légalité ? Alors, les arguments présentés par le Bundestag et ceux de la diplomatie française ne se contredisent pas forcément. L'illégalité de l'intervention militaire n'empêche pas sa légitimité sur le plan moral, en l'occurrence pour punir l'utilisation supposée d'armes chimiques par le régime syrien, mais la légitimité de cette action peut-elle s'accommoder finalement de son illégalité ? C'est ça la question. Alors, en effet, puisqu'il est reproché aux forces d'Assad de bafouer le droit international et les conventions qui s'y rattachent, est-ce que l'on peut considérer la réponse occidentale comme pertinente puisqu'elle-même s'affranchit du droit international ? En résumé, cette intervention enfreint le droit international dans le but de punir un régime qui venait lui-même de transgresser ce même droit international. Il y a donc ici un véritable paradoxe politique concernant ces frappes et qui représente assez bien le manque de cohérence de la diplomatie occidentale dans cette affaire syrienne depuis 2011. Et oui, effectivement, donc manque de cohérence depuis 2011, le début de cette guerre civile qui frappe la Syrie. Merci beaucoup Fabien et à très vite. Vous êtes toujours en Corée, en vadrouille, en Corée du Sud, à Séoul, où vous séjournez depuis maintenant 3 mois. C'est ça, exactement. Merci Martin. Le monde qui bouge, Fabien Herbert. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des voix de l'Hexagone, à retrouver sur voixdelhexagone.fr. La chronique des voix de l'Hexagone avec Ella Micheletti. Bonjour Ella. Bonjour Martin. Nous allons parler avec vous d'actualité en Amérique latine et plus précisément en Amérique centrale, même et en Équateur. Quel bilan après 1 an de présidence de Lénine Moreno ? Oui, en effet, Martin, nous voyons passer trop peu d'articles et d'informations sur les pays d'Amérique latine en général, excepté le Brésil et le Venezuela. Pourtant, en Équateur, la scène politique actuelle est passionnante. Il y a 1 an et 1 mois, un nouveau président a été élu, Lénine Moreno. Alors, qui est Lénine Moreno ? Eh bien, il est membre d'Alianza País, un parti à gauche de l'échiquier politique équatorien, fondé par Rafael Correa, l'ancien président de la République auquel Moreno a succédé. Alors ce parti est en fait une coalition d'environ 30 organisations ou partis de gauche ou de centre-gauche. Il faut savoir que jusqu'en 2017, Rafael Correa dirigeait le pays d'une main de fer. Comme de nombreux dirigeants en Amérique latine, on peut le féliciter d'avoir mené une politique sociale, d'avoir permis à de nombreux citoyens de voir leur niveau de vie augmenter, aux services publics de mieux fonctionner, etc. Malheureusement, comme beaucoup, il a sans conteste mené une politique autoritaire en restreignant considérablement la liberté de la presse, par exemple avec la loi de communication de 2013. Reporters sans frontières a d'ailleurs qualifié les 3 mandats consécutifs de Rafael Correa, de 2007 à 2017, de dramatiques pour la liberté de la presse dans le pays. Le nouveau président, Lénine Moreno, était pressenti pour être son digne successeur, c'est-à-dire pour mener une politique totalement dans la continuité du charismatique et sanguin Correa. On pouvait présager certes une plus grande douceur dans la forme, car tel est le caractère de Moreno, mais on ne pouvait légitimement penser qu'il s'écarterait à ce point de la politique menée par son prédécesseur. Rien ne laissait penser que Lénine Moreno puisse être autre chose qu'une marionnette dans les mains d'un ancien président très puissant. Et pourtant, depuis 1 an, Moreno prend les choses en main. On pourrait dire qu'il trace sa route, il s'écarte délibérément de celle de Correa. De nombreux changements ont déjà eu lieu en Équateur, ce qui ne plaît absolument pas à l'ancien président. Vous semblez donc nous dire, Ella, que Lénine Moreno est un homme politique surprenant qui a su cacher son jeu. Mais alors, quel changement important a-t-on pu observer après 1 an de présidence ? Alors, les évolutions sont multiples. Tout d'abord, Lénine Moreno a décidé de revenir sur la loi que Rafael Correa avait faite voter, qui autorisait un président à se représenter autant de fois qu'il le voulait. Bon,
On ne va pas se le cacher, le but était évidemment pour Correa de revenir au pouvoir aux prochaines élections en 2021. Cette loi avait fait polémique car si elle avait été avalisée juridiquement par la Cour constitutionnelle et le Parlement, le peuple n'avait pas été consulté. Le journal d'opposition El Diario avait notamment dénoncé une volonté de faire durer éternellement Correa au pouvoir après la fin de son deuxième mandat. Pour contrer cette dérive autoritaire, Lénine Moreno a convoqué le 4 février 2018 les Équatoriens aux urnes. Et le résultat a été tout de même saisissant. 64% d'entre eux ont voté pour la suppression de la loi, réduisant ainsi à néant les espoirs du pouvoir éternel de Correa. Alors cette démarche a carrément mis le feu aux poudres. Les partisans de Rafael Correa se sont indignés, le torchon a brûlé entre le nouveau et l'ancien président. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les critiques sont venues à la gauche de Moreno. Les partisans de Correa, prêts à tout pour pérenniser leur idéal de révolution pour le pays, en sont arrivés à un tel niveau d'incohérence qu'ils attaquent Moreno pour avoir voulu remettre le peuple au cœur de la discussion avec un référendum qui était totalement légitime. Ce principe de mandat illimité fait polémique. D'ailleurs, en Amérique latine, seuls le Nicaragua et le Venezuela l'ont adopté. Pour une majorité des peuples sud-américains, la réélection possible à l'infini est souvent perçue comme un signe à raison de dérive autoritaire. Citons par exemple le Paraguay, où l'ancien dictateur Alfredo Stroessner est resté des décennies au pouvoir. Les citoyens ont d'ailleurs manifesté massivement dans la rue l'an dernier, car ils refusaient que l'ancien président Horacio Cartes puisse se représenter ne serait-ce qu'une seule fois. Finalement, Lénine Moreno est là, redore le blason de la démocratie et donc de la voix du peuple face à une frange plus radicale qui, lui, l'a cadenassé. En effet, mais ce n'est pas tout. Lénine Moreno opère des changements sur bien d'autres thèmes. Alors bien sûr, la frange la plus radicale du parti estime qu'il se droitise, comme toujours. Mais les ONG et l'opposition, longtemps muselée, considèrent qu'il démocratise et oxygène le régime, qu'il le nettoie en quelque sorte, car Moreno a décidé de s'attaquer à la corruption, un autre mal omniprésent sur le continent. Sa propre élection avait d'ailleurs été remise en cause par son rival, Lasso, mais l'Union des Nations Sud-Américaines, qui avait suivi de près l'élection, avait conclu qu'il n'y avait eu aucune fraude. L'ancien président uruguayen, José Mujica, en avait témoigné. Cette lutte contre la corruption, Moreno l'a prise à bras-le-corps, en commençant par Jorge Glass, le vice-président du pays, qui a été condamné à 6 ans de prison en décembre dernier pour avoir perçu 13,5 millions de dollars de pots de vin par le groupe de BTP brésilien Odebrecht. Une décision de la Cour suprême violemment condamnée par Correa, on s'en doute. En août dernier, d'ailleurs, Moreno avait déjà démis de toutes ses fonctions son vice-président et ancien bras droit de Correa, après qu'il l'a publiquement accusé de trahir l'héritage de son prédécesseur. Début janvier, après sa condamnation, le président a réitéré sa décision en déclarant « En accord avec la Constitution, le vice-président de la République cesse toutes ses fonctions ». Encore une fois, là où les soutiens de Correa voient du complotisme, d'autres y voient le signe d'une rupture sincère de Moreno avec la sphère Correa et son autoritarisme évident. Ouais, vous évoquiez plutôt la liberté de la presse verrouillée par Rafael Correa. Où en est-on aujourd'hui ? À ce niveau-là, il n'y a pas encore eu de véritable révolution, mais dans son classement de 2018, Reporters sans frontières se montre beaucoup plus optimiste pour le pays qu'il a pu l'être auparavant. Il évoque notamment de nouveaux espoirs pour la presse indépendante. La loi de communication avait en effet servi d'instrument au gouvernement de Correa pour faire licencier des journalistes, entraver leur travail, les punir avec des amendes et les assigner en justice pour diffamation. Or, Moreno se place officiellement dans une logique d'apaisement et de promotion des médias d'opposition et de la presse indépendante. Le mieux serait évidemment d'aller jusqu'à l'amendement de la loi polémique. Mais déjà fin mars, il a été annoncé que l'Équateur allait être soumis, durant plusieurs mois, à une étude sur la liberté de la presse par une délégation dirigée notamment par un envoyé spécial de l'ONU, David Kaye, et un envoyé de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, Edison Lanza. Au bout de 5 jours, la délégation a observé des changements dans le panorama des médias et estimé qu'il y avait eu, je cite, un changement dans l'effort public. César Ricorte, directeur de Funda Medios, la première organisation équatorienne dédiée à la protection de la liberté d'expression, a lui aussi estimé que son pays était, je cite, en train de sortir de la décennie d'un gouvernement autoritaire.
Oui, en effet, il s'agit d'actes qui tendent à prouver une rupture avec l'ère Correa. Et au niveau international, des changements sont-ils aussi perceptibles ? Oui, Martin. Alors, plusieurs changements et qui, là encore, tranchent avec les tendances de nombreux gouvernements sud-américains, en général de gauche. Sur le plan international, Moreno tente d'adopter une position plus nuancée, moins manichéenne du paysage politique régional. Depuis quelques mois, il amorce un rapprochement avec les États-Unis sur le sujet de la sécurité et de la lutte contre les narcotrafiquants. Une ligne diplomatique complètement bouleversée quand on sait que le gouvernement de Rafael Correa se situait sur une ligne tout sauf américano-compatible. Il est difficile de dire si Moreno fait le bon choix, et surtout s'il saura trouver un juste milieu entre une collaboration équilibrée sans laisser le pays tomber, comme certains de ses détracteurs le craignent, dans une relation asymétrique et néocoloniale, entre guillemets. Ce rapprochement pourrait aussi donner lieu à un accord commercial entre les deux pays, comme à une politique commune renforcée pour la sécurité. Pour le juriste internationaliste et ex-diplomate Mauricio Gandara, la présence de groupes délinquants à la frontière nord rend nécessaire la coopération militaire et nous n'avons d'autre alternative que de former une alliance. Bon, bref, tout le monde attend donc Moreno au tournant. Saura-t-il concilier souveraineté nécessaire de son pays et ouverture intelligente ? Mais pour autant, il n'a pas caché ses divergences avec Donald Trump, notamment sur l'immigration. Il a aussi effectué un revirement total en déclarant que l'Équateur cessait son rôle de médiateur entre le gouvernement colombien et les FARC, un rôle qui avait été mis en exergue par son prédécesseur. D'ailleurs, il a aussi demandé une enquête sur une potentielle participation des FARC, un financement des FARC aux campagnes de Rafael Correa. Enfin, son discours militant lors du sommet mondial Fin Zéro, qui a eu lieu fin avril, avait quelque peu du panache quand il a déclaré que des changements étaient possibles, car la faim n'était pas due à un manque de ressources ou d'aliments, mais à la mauvaise répartition, et je cite, à la cupidité de certains. Ce terme de cupidité, fort bien employé du reste, place le président équatorien sur une posture engagée, dans la lignée de l'ex-président uruguayen José Mujica, qui était lui aussi connu pour ses discours marquants. Bref, tous ces éléments, après un an, laissent espérer des changements profonds pour l'Équateur. La difficulté reste évidemment de parvenir à mener une politique humaniste et sociale, tout en sortant le pays de ses vieux démons et en se saisissant de certains thèmes ankylosés. Merci beaucoup Ella Micheletti, donc des Voix de l'Hexagone, pour cette nouvelle chronique consacrée au bilan après un an de présidence de Lénine Moreno en Équateur. Également à lire sur votre blog voixdelhexagone.fr un autre papier justement sur l'Amérique latine encore et l'élection du nouveau président du Paraguay, Mario Abdo Benitez. Et puis un entretien avec Fabrice Grimal, chef d'entreprise passionné d'économie, d'histoire et de politique, qui publiait en mars dernier Vers la Révolution et si la France se soulevait à nouveau. Et c'est Pierre-Henri, je crois, qui est allé l'interroger avec cette phrase. Et là, la France est dans l'attente de l'étincelle révolutionnaire. Oui, tout à fait. Un entretien assez atypique et qui offre des voies, des hypothèses, on va dire, qui sont intéressantes pour le futur. Oui, et puis un dernier article qui est sorti en début de semaine est consacré à la génération 90, les années 90 en France, un pont entre deux mondes sur un sujet donc beaucoup plus léger, on va dire, de Marine Dulac, qui compare finalement 2 décennies, même 3 décennies, les 80, les 90 et les années 2000, du premier Nokia à la Coupe du Monde ou encore à la génération MSN et Pokémon. Merci beaucoup Ella Micheletti des Voix de l'Hexagone d'avoir été une nouvelle fois là cette semaine pour nous parler donc d'Amérique et de l'Équateur. Merci beaucoup Martin. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone à retrouver sur voixdelhexagone.fr. Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Allez, nous retrouvons à présent Gaëtan Helmans pour les coulisses de l'info. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine. On va traiter avec vous l'essentiel de l'actualité médiatique de la semaine. Et l'actualité médiatique, eh bien, elle commence par Camille Combal. Camille Combal qui, on le sait, donc, a annoncé vouloir quitter Touche pas à mon poste en fin de saison.
Il avait en même temps déclaré ne pas avoir de piste pour son prochain employeur l'année prochaine. Et figurez-vous que le groupe TF1 courtiserait Camille Combal de très près. Tout à fait, Martin. Et ce départ de TPMP serait pris comme une trahison. Rien que ça, de la part des équipes de TPMP et de l'entourage de Cyril Hanouna. Il le serait encore plus avec la confirmation du départ de Camille Combal vers le groupe TF1. En effet, selon Téléstar, Camille Combal aurait accepté la proposition du groupe TF1 et devrait être à la rentrée sur TMC pour présenter un programme juste avant Quotidien. Il présenterait aussi Danse avec les stars et quelques émissions en seconde partie de soirée. Malgré tout, le groupe Canal lui aurait également fait quelques propositions pour le garder, dont notamment une émission d'avant TPMP entre 18h30 et 19h et plusieurs primes sur C8, ou bien la tranche 20h30-21h de la plage en clair de Canal+, et une émission hebdomadaire. Quoi qu'il en soit, une nouvelle fois, nous lui souhaitons pleine réussite dans son futur parcours télévisuel qui, on n'en doute pas, sera brillant. Et je l'annonce, le Mercato 2018 est lancé. Après avoir officié sur iTélé jusqu'en 2016, Bruce Toussaint, qui anime C'est dans l'air et la matinale de France Info, sera sur BFM TV à la rentrée. Et c'est un peu une surprise, Martin, même si le directeur de France Info, Vincent Giret, aurait souhaité prolonger le contrat de Bruce Toussaint et de Jean-Michel Apathy pour la rentrée prochaine. Il déclarait, je cite, « C'est notre souhait et je crois qu'ils ont envie, eux aussi. Ils forment un très bon tandem. À France Info, nous construisons dans la durée. Il n'en sera donc rien. » Vincent Giret a justement réagi à ce départ via un tweet, je cite, « Bruce Toussaint a décidé de ne pas faire une saison de plus à la tête de la matinale de France Info et de ne plus se lever à 4h du matin. Bruce a fortement contribué au succès de notre matinale. » Déclare-t-il, ajoutant, je cite toujours, « Ce fut un plaisir de travailler avec lui, même si je le regrette. Bonne chance à lui. » Sur BFM TV, Bruce Toussaint présentera Grand Angle du lundi au jeudi entre 22h et minuit, placé ses vacantes par Jean-Baptiste Boursier qui quittera en juillet, lui, BFM TV, mais devrait rester dans le groupe SFR Média. Fort Boyard à présent, vous savez, Fort Boyard, hein, ce célèbre jeu estival de la deuxième chaîne de télévision française, eh bien Fort Boyard revient pour une nouvelle saison cet été et s'apprête à supprimer l'une de ses épreuves dites historiques. Et c'est l'épreuve dite des cylindres qui sera supprimée dès cet été. Elle était présente depuis 25 ans, mais l'épreuve était de plus en plus critiquée, notamment pour sexisme. Pour rappel, cela consistait en un candidat, souvent une d'ailleurs, qui devait glisser sur les cylindres dans le but de récupérer la clé à la fin du parcours. La critique sexisme est souvent revenue, due au gros plan sur les décolletés des candidats. La production met en avant l'argument de renouveler le jeu. Elle ajoute d'ailleurs « Nous disposons de peu de cellules sur le fort. Soit on en rénove certaines, soit on crée de nouveaux défis. Les cylindres faisaient partie des plus vieilles épreuves. » Une autre cellule, critiquée elle aussi par des associations de malades psychiatriques pour discrimination, représentation caricaturale de la maladie psychique et une banalisation des maltraitances psychiatrique disparaît, celle de l'asile. De nouvelles épreuves, donc, feront leur apparition et seront à découvrir dès cet été. Les tournages commenceront très bientôt. Canal+ à présent, Canal+ qui innove en proposant non plus son propre décodeur, mais l'Apple TV 4K. Ça se passe depuis le 17 mai. Oui Martin, mais cela ne concerne pas les 2 millions de clients satellites qui, eux, continueront de recevoir le décodeur maison. A noter que l'Apple TV sera proposé à la location au même prix que le décodeur actuel, à savoir 6 €. Il permettra d'avoir des fonctions enrichies comme le fait de pouvoir visionner plusieurs programmes de sport en même temps via l'application MyCanal et le catalogue complet d'applications d'Apple. Côté investissement, Canal sera propriétaire des Apple TV. Concernant ce partenariat et côté rémunération des deux parties, Canal recevra l'intégralité de l'abonnement d'une personne équipée d'une Apple TV via le groupe et à l'inverse, une personne déjà équipée à ses frais d'une Apple TV et qui s'abonne à Canal, Apple recevra une partie du prix de l'abonnement.
Cela fait suite à une remise à plat de leur politique commerciale et ils espèrent toucher un public plus jeune et plus urbain qui sera séduit par la possibilité de transporter facilement l'Apple TV. Le partenariat entre Apple et un acteur local est une première mondiale, sachez-le. L'actualité en bref, Gaëtan, Vincent Lagaffe a de multiples projets. En bref, maintenant, Vincent Lagaffe revient sur le devant de la scène en télévision avec Strike sur C8, qui sera lancé le 30 mai prochain aux environs de 21h. Mais ce n'est pas tout, il arrive dans l'équipe de Fort Boyard avec de nouvelles épreuves sous le bras, mais également à la rentrée sur RMC Découverte, où il officie déjà dans la version française de Top Gear avec Les Routes de l'Impossible. Énergie est désormais diffusée sur l'île Maurice. Déjà diffusé au format web radio depuis un an, ce lundi, Énergie Maurice s'est lancé en FM via la station Music FM du groupe MBC, qui diffuse donc le programme Énergie Maurice. L'animateur du 5-9, Gary Ponosamy, a réagi, je cite, « Les Mauriciens n'en pouvaient plus d'attendre, on avait tous les jours des questions sur notre diffusion en FM, on est vraiment super excités par ce nouveau relais de diffusion qui va permettre à Énergie Maurice d'être encore plus facilement accessible et de rapidement devenir une radio incontournable ici. » Et le responsable de la station, Patrick Lauré, d'ajouter, je cite, « On sent qu'il y a une vraie effervescence autour de la marque Énergie à Maurice. Les Mauriciens sont friands des artistes internationaux et des marques qui ont un vrai dynamisme. » À savoir que Énergie en Outre-mer est la seule station à être diffusée sur l'île Maurice, Mayotte et l'île de la Réunion. Et puis l'Airbnb du stockage qui arrive en Belgique. Une nouvelle plateforme en ligne sur le stockage dans des entrepôts arrive en Belgique sous le même modèle de Airbnb. Son nom StockSpot et son concept est simple. Plusieurs entreprises ont leur espace de stockage vide à 30%. Dès lors, d'autres entreprises au stockage trop réduit pourraient louer pour une certaine durée les espaces vides des stockages d'autres entreprises. Après le French Day, le Belgium Friday arrive. Calqué sur le modèle américain dont notre pays a calqué son concept, la Belgique s'apprête à faire de même en lançant donc du 18 au 21 mai le Belgium Friday. Pour l'instant, seules 3 enseignes y participeront, La Redoute, Kiabi et Tape à l'œil, à la clé de nombreux avantages pour beaucoup de produits sur Internet mais également en boutique. Les différentes enseignes participantes déclarent entre autres, je cite, « Ce type d'initiative entend également parler aux acheteurs qui ne considèrent plus les soldes comme le seul moment de l'année durant lequel profiter de bonnes affaires et de réductions. » Une enseigne belge, Deleuze, lutte contre le gaspillage des légumes en lançant pour la 3e année consécutive une opération 1 kg de légumes pour 1 €. Les légumes vendus sont non conformes à la vente, donc avec un aspect parfois insolite. L'année dernière, il a permis de sauver quelques 530 tonnes de fruits et de légumes. Le sachet comporte des tomates, des aubergines, des courgettes et des concombres selon la disponibilité. Il permet d'économiser 30% par rapport aux légumes conformes à la vente. Ce sont des fruits et légumes exclusivement produits en Belgique. Et c'est souvent au printemps ou en été que l'opération s'effectue, car c'est à ce moment-là que l'offre est la plus importante. Chez nous, cela se fait déjà avec succès chez Intermarché. Et puis, et alors là, évidemment, Gaëtan, je ne peux pas ne pas cacher ma joie de voir que France Info va suivre la voie de C'est l'Info et se mettre à faire des podcasts. France Info va se lancer dans le podcast dès la rentrée. Son directeur Vincent Giré à ce propos déclare, je cite, « On veut tester la pertinence de la marque France Info sur le podcast. On a plusieurs projets avec plusieurs journalistes de la station autour de l'innovation et sur la musique. Nous avons des prototypes et nous pourrions lancer une nouvelle offre de podcast natif à la rentrée. Nous voulons clairement tester France Info sur ce type de format. D'ici là, nous allons lancer dans quelques jours un podcast anti-fake news, Les idées claires, en collaboration avec France Culture. » Et nous venons de l'apprendre, Secret Story animé par Christophe Beaugrand sur TFX, c'est bel et bien terminé. C'est Christophe Beaugrand qui l'a annoncé lui-même dans QHM, l'émission du site d'actualité média Pure Média.
Voilà, Martin, c'est tout pour cette semaine. Excellente semaine à toi et aussi à toutes et à tous. Merci beaucoup mon cher Gaëtan, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition des coulisses de l'info. Vous restez bien sûr avec nous, c'est l'info, ça continue. Ouais, c'est l'info, ça continue, mais néanmoins c'est déjà la fin. Et oui, fin de ce 38e numéro de C'est l'info. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer ce numéro. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles à notre émission. Vous nous écoutez sur le www.c-l'info.fr, sur les réseaux sociaux, sur l'application podcast de votre téléphone, mais également sur nos radios partenaires. Je vous invite à consulter la liste complète sur notre site internet www.c-l'info.fr. Faut-il encore le rappeler après 38 numéros. Allez, d'ici là, moi je vous retrouve donc la semaine prochaine pour de nouveaux décryptages d'actualité et je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine. Salut à tous!